j'ai quelqu'un à vous présenter qu'on est très très fiers d'accueillir parce qu'avant que cette émission s'appelle Click, c'était la première personne qu'on avait reçue. Magnifique. Elle s'appelle Héloïse, les gens la connaissent sous le nom de Christine de Queen, maintenant de Chris. L'album est là. Canon la photo. Voilà, c'est une des meilleures performances sur scène au monde et elle est avec nous. Est-ce qu'on peut accueillir Chris? Je vais marcher. Ah, ça fait plaisir. Ça va bien? Ça va et toi? Oui. Merci beaucoup. Ah là là, il y en a eu du chemin, il y en a eu du chemin, il y en a eu du chemin. Parce que maintenant, attention, maintenant c'est l'Amérique, c'est l'Angleterre, c'est le reste du monde. Mais je vous ai vu une fois sur scène. On faisait une radio et vous étiez là. Je vous ai trouvé magique. Vous avez sorti vos mains de vos poches, il y avait des paillettes qui volaient autour de vous. C'était tellement joli. Ah, merci beaucoup. Comment ça va? Ça va, ouais. Un peu fatiguée, mais contente. Parce que c'est le marathon de la promo, parce que l'album arrive, parce qu'après un premier album et une tournée mondiale, j'imagine qu'on a une pression de dingue. Oui et non. Enfin, oui et non. J'ai surtout vraiment hâte en fait de partager cet album. J'ai eu aussi une faim et une soif de l'écrire. Et je me souviens pas avoir intériorisé trop une pression. Je me souviens que j'avais vraiment hâte de raconter ce nouveau chapitre-là. J'avais très envie d'explorer ce chapitre. Il y a un point commun entre tous les deux, c'est que vous êtes deux femmes qui se battent, qui combattent. Il y a un mot qu'on entend souvent, c'est colère, c'est rage. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas, ça peut être quelque chose de curieusement lumineux. Enfin, moi, ça a pu devenir quelque chose de lumineux, parce que quand la rage devient un engagement, ça peut sauver aussi. Voilà. Quand j'ai décidé de Christine and the Queens dans ma vie aussi, parce que ça a été un choix, un nom que je me suis donné, et une destination, je me suis dit, ma colère ne va pas me mettre par terre, ma colère va m'aider à être plus lumineuse et généreuse. Donc il y a ça aussi. Il y a plein d'artistes qui ont fait ça dans l'histoire, c'est-à-dire de prendre une colère, de prendre une douleur pour le magnifier en art et en faire quelqu'un qui n'est pas soi du tout. Alors oui et non. C'est marrant parce que c'est un personnage de scène, c'est pas mon état civil, mais je trouve que c'est une façon pour moi de m'autoriser à être très entière. Ouais. Je vois pas du tout ça comme une... Et je sais que c'est un peu... c'est faussement paradoxal parce que même des artistes comme David Bowie, pour moi, étaient très sincères. C'est juste une façon de mettre de la théâtralité dans sa sincérité. Ouais. On n'est pas loin du rap finalement. Ouais, c'est vrai. Même la notion d'un alter ego, en fait, c'est complètement soi, mais c'est un soi sans filtre social, sans peur aussi. Je pense que dans ma vie, j'ai pu avoir beaucoup peur et honte, des choses comme ça. Avec Christine et maintenant Chris, l'espace de la scène est sacré, quoi. Il y a rien de grave qui peut m'arriver parce que je suis complètement... je suis aussi très sincère. Il y a vraiment quelque chose de très intime aussi dans ce que je raconte à chaque fois. Donc, Et ce qui est dingue, c'est qu'il y a un rapport au corps et à la douleur que le corps peut encaisser. Oui, c'est vrai. Notamment dans le morceau La Marcheuse, oui, c'est vrai. Où vous parlez des coups qu'une femme peut recevoir, où vous parlez de comment est-ce qu'on assume ces blessures-là. Ça peut être une chanson... En fait, cette chanson, elle peut être aussi très métaphorique et ça peut être chanté par... plein de personnes différentes pour plein de raisons différentes. Mais c'est cette idée que, de défiance aussi, de devancer la violence pour plus en être victime. Mais ça, c'est des choses qui peuvent être même très intérieures et même pas... La blessure, elle peut être abstraite. Ou ça peut être une cicatrice qu'on montre et on dit aussi, les cicatrices, les miennes, elles me définissent aussi. Une rupture amoureuse peut être aussi une cicatrice. Ah oui. Oh oui, ça peut être même une balafre. Une balafre qui reste toute sa vie, ouais. Il y a aussi un autre point commun entre vous deux, c'est le fait d'être transfuge de classe. C'est-à-dire que... partie de la campagne, Chris, petite fille, paysan, ouvrier, parent prof. Tout d'un coup, vous arrivez à Paris, vous mangez une relation amoureuse, déception, arrive le succès. C'est quand même deux parcours qui se ressemblent pas mal. Et ensuite, tout d'un coup, ça marche du jour au lendemain et on se retrouve dans un milieu social pour lequel on n'est pas spécialement armé. Comment est-ce que vous évoluez là-dedans ? Pour Chris, c'est plus récent, mais comment est-ce qu'on analyse tout ça? Parce que j'ai l'impression que le succès, au contraire, ça a créé pas un éloignement du peuple, mais ça t'a rapproché de certaines luttes qui étaient plus sensibles, qui étaient plus populaires. Bah, ça les a rendues plus incandescentes. C'est marrant parce que je trouvais pas du tout que le succès efface la provenance du tout. Je trouve que tout était saillant. Ouais. J'étais d'un seul coup à des dîners où j'avais des... on parle de rage ou de colère, mais j'avais des colères que j'arrivais même pas à expliquer. Et c'est qu'en fait, je pense que aussi, je me suis rendu compte que même dans mon corps, il y a une mémoire des muscles de la classe ouvrière que moi j'ai dans mon corps où je parle pas de la même façon au serveur. Je regarde les femmes de ménage. Il y a des gens qui ne les regardent même pas, ces gens-là. Bien d'accord. Et d'un seul coup, je me retrouvais entourée de gens pour qui c'était même plus des réalités. Ces gens-là n'existaient plus. Et je me trouvais dans des colères terribles où je ne savais pas quoi faire de cette drôle de place qui était la mienne. Et moi, ça me heurte aussi infiniment. D'un seul coup, tu as une espèce de hiérarchie, comme si les gens n'avaient pas la même valeur. C'est épouvantable. Et je dis que les gens qui viennent de la rue, de la campagne, peut-être qu'ils ont plus notion de ça, ils savent d'où ils viennent. Ou ceux qui perdent cette notion-là,
Je trouve ça épouvantable, quoi. Mais d'ailleurs, les gens avec lesquels aussi je m'entends bien dans ces nouveaux milieux dans lesquels je suis, ce sont des gens qui ont la même histoire que moi aussi, qui sont des transfuges de classe. Je me retrouve aussi, les hommes avec qui je m'entends, c'est vrai qu'ils viennent souvent du même milieu que le mien, quand on a peut-être plus de choses à se dire. Maintenant, il y a plein de gens que j'admire dans plein de domaines différents qui viennent absolument pas du même univers que moi. Après, dans l'intimité, j'ai envie qu'on parle le même et qu'on le même dialogue et qu'on se la donne en eau trouble, quoi. Bah ouais, sinon je vais me faire chier aussi. Mais à bombe. Non, mais en plus, il y a des choses qui sont même pas formulées et conscientes, c'est silencieux, c'est juste des façons de se relier, de regarder, de se comporter. Et on va sortir ensemble. Bah ouais. On repart ensemble. Mais du coup, c'est vrai que aussi, on est le nouveau mythique, c'est bien. On est tous en noir et tout. Vraiment, regarde. Ouais. Mais je me suis dit que j'allais en parler dans cet album de la circulation du désir et de l'argent aussi, parce que c'est un truc dont les rappeurs parlent beaucoup, parce que le rap, c'est une écriture à la première personne, et des fois, la pop, c'est une grosse machine, et il y a 10 personnes qui écrivent un tube. Alors que moi, c'est un album à la première personne, je me suis dit, je vois pas pourquoi j'en parlerais pas de cette information dans ma vie, donc je savais pas quoi faire au début, la thune, quoi. Quoi en faire, pour qui, qu'est-ce que j'en fais. Puis ce que j'aime, c'est que c'est pas que de la distraction. Tu as la musique, il y a la dance, mais pourquoi j'aime ce qu'elle fait? Et j'aimais le punk, j'aimais le rap. Parce que c'était une musique de revendication, en tout cas, de faire partager ses idées, ce qu'on pense, qu'on est dans la vie. Que juste la déco, tu sais, c'est comme un peintre. Un peintre, on s'en fout que ce soit beau. Un peintre, il faut que d'un seul coup, c'est le regard d'un homme ou d'une femme sur quelque chose. Et j'aime pas les choses qui sont juste là pour la déco, et je trouve qu'elle est vraiment pas là pour la déco, quoi. Ah, c'est gentil. Nous, Chris, l'album tue. Je tiens à le dire, parce que les influences de l'album... Ça va du G-Funk à Michael Jackson, à Gainsbourg, époque Love on the Beat. Yes. Donc c'est des choses qu'on aime beaucoup. C'est un album qui fait danser. Il n'y a pas d'autotune. Il n'y a pas d'autotune. C'est quoi autotune? C'est quand on corrige la voix en direct pour la rendre complètement juste. Il n'y a pas d'autotune. J'ai pleuré en cabine de voix, mon frère. C'est vrai, ça. J'ai pleuré en l'enregistrant parce que je me suis dit... Non, mais je m'étais mis des... Aussi, je voulais que l'album soit très fidèle à ce que ça allait donner sur scène. Bon, ça c'est... Chacun s'impose ses contraintes un petit peu. Hein. Et j'étais là, non, je veux pas faire trop de prises de voix et je veux pas les retoucher comme ça. Les gens, la performance vocale de l'album, ils l'auront sur scène. Mais c'est vrai que du coup, c'était un sacré challenge. Mais je suis contente de l'avoir fait sans autotune. Après, ça peut être magnifique l'autotune quand c'est une vraie esthétique et les PNL et certaines chansons de Booba en autotune sont magnifiques. Mais c'est vrai que je suis une chanteuse brute. En tout cas, l'album Chris défonce. Il y a quelque chose qui a frappé tout le monde sur cette pochette, c'est les cheveux courts, Chris. Voilà. Et il se trouve que les cheveux courts, c'est pas si anodin que ça. Émilie. C'est pas anodin parce qu'en fait les cheveux ça a une portée symbolique très forte, c'est le symbole ultime de la féminité. Il y a Baudelaire qui a écrit un poème qui est très très beau sur la chevelure où il dit que justement dans les cheveux c'est là où dorment les souvenirs. Alors moi je me suis dit en fait quand vous avez coupé vos cheveux, vous êtes coupé du passé. Et on a été voir un sociologue qui s'appelle Michel Messu pour décrypter ce geste de rébellion. Très bien, le sociologue des cheveux, il a pas de cheveux, soyez pas choqués. Les mouvement, on peut dire, qui affecte une société, le cheveu va participer de tout ce qui se joue dans cette société. Et notamment lorsque l'on veut remettre en cause les rôles attribués aux hommes et aux femmes, eh bien, on va pouvoir passer par le cheveu pour essayer de signifier cette remise en cause. Dès le XVIIe siècle, il y avait des femmes qui se coupaient les cheveux, et on appelait ça d'ailleurs la coupe à la garcette. La coupe à la garcette. J'apprends énormément de choses sur la symbolique très très puissante de la coupe de cheveux. Ça pouvait être juste aussi que j'avais envie de me couper les cheveux. Ce qui libère également finalement le visage pour plus de praticité pour la performance. Non, mais bien sûr. Mais moi, j'ai toujours été intéressée aussi par l'ambivalence et l'androgynie, donc j'avoue que c'était agréable de se couper les cheveux pour ça, parce que ça me permettait d'être versatile. Mais c'était drôle aussi, comme c'était surtout un symbole pour les autres, cette coupe de cheveux. Enfin, moi, je l'ai faite parce que j'avais envie de le faire et que c'était plus pratique et que j'ai gagné genre 10 minutes par jour et que mouiller, c'est cool et que sec, c'est cool, voilà. Et en fait, c'était devenu genre une news dans le Huffington Post et tout le monde en a parlé. J'étais un peu genre, bon, c'est aussi intéressant et ça montre aussi que quand on est... Enfin, on est une civilisation d'image aussi, donc rien n'est anodin, mais particulièrement quand on est une femme, chaque signe physique est sujet à commentaires constants. Quoi. Ce truc anodin des cheveux, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont dit « mais merci de... » de t'être coupé les cheveux. Non, merci. Mais il y a plein de gens qui sont des fois ados, qui sont aussi entre deux sexes, qui sont androgynes, qui savent pas trop, qui se posent des questions. Mais dès le premier album, en fait, c'est surtout je pense, sur les paroles ou sur ce que j'ai pu dire, en fait, qu'on m'a parfois remercié, et c'était très beau.
Et c'était parfois des choses très simples de merci de m'avoir donné l'audace de faire, de m'assumer plus, merci de m'avoir donné la force de faire ce geste-là. Et c'est là qu'on voit que une chanson peut avoir un impact aussi très réel. Enfin, moi, je le sais, parce que quand j'aime profondément une chanson, ça a pu me donner de la force. Donc ça, c'est très beau. Mais c'était plus sur les choses que j'essayais de raconter aussi. Après, oui, bien sûr, sur le deuxième album, on peut me remercier aussi d'être une femme qui ne s'excuse pas aussi, de parler de ses désirs et de pas cacher ses failles comme ses forces, quoi. Et ça, c'est très gratifiant. Est-ce que vous venez de me faire penser à un extrait de King Kong Theory de Virginie Despentes, qui est sur scène avec Béatrice Dalle. On vous a surligné un truc. Les mots de Virginie Despentes font écho à vos mots. Vous pouvez les lire? C'est surligné. Alors, attends. Entrer dans une pièce, regarder s'il y a des hommes, vouloir leur plaire. Ne pas parler trop fort, ne pas s'exprimer sur un ton catégorique, ne pas s'asseoir en écartant les jambes pour être bien assise, ne pas s'exprimer sur un ton autoritaire, ne pas parler d'argent, ne pas vouloir prendre le pouvoir, ne pas vouloir occuper un poste d'autorité, ne pas chercher le prestige, ne pas rire trop fort, ne pas être soi-même trop marrante. Plaire aux hommes est un art compliqué qui demande qu'on gomme tout ce qui relève du domaine de la puissance, bien sûr. Mais moi, j'ai lu ce livre, j'avais 15 ans, ça m'a fait un bien incroyable. Hein. Mais même le début du livre, pardon, il est un peu mythique, alors j'ai envie de le relire. J'écris de chez les moches, pour les moches, les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisés, les imbaisables, les hystériques. Moi, j'ai lu ça à 15 ans, j'étais là, merci. Très concrètement. Et ça... La puissance d'une femme qui peut être vécue, d'ailleurs, comme une agression ou une menace au lieu de quelque chose de lumineux, ça, c'est quelque chose que j'ai pu expérimenter moi-même et que je continue parfois d'expérimenter. C'est marrant parce que pour moi, c'est un album assez lumineux de désir aussi et de chaleur. Et parfois, j'ai des réactions assez violentes alors que simplement, je parle de vouloir être aimé et d'aimer, quoi. Donc, c'est très intéressant et c'est un peu symptomatique aussi. Et c'est pour ça que mon personnage, il décide de ne pas s'excuser et d'avoir un peu la mèche folle. C'est parce que, bon, il y a du panache à vouloir aussi, quoi. Il va falloir m'aider à trouver le troisième place pour mon troisième album. Je suis spécialiste de ça, moi. Mais moi, je pense qu'après Christiane the Queen, Chris, on attend l'album d'Héloïse. Est-ce que c'est en projet? Mais Héloïse, elle est partout. Ouais. Elle est dans Christine et dans Chris. D'ailleurs, Héloïse de Chris, c'est un petit peu plus vieille, quoi. Il s'est passé 4 ans, et j'ai été touchée, j'ai vécu des histoires d'amour, je suis sortie de ma chambre aussi. C'est un album beaucoup plus du dehors et traversé de présence, beaucoup plus que le premier album qui était plus l'album de la lectrice toute seule dans sa chambre, ça c'est sûr.